puisque c'est la première présentation que je fais de ce livre, j'ai commencé que le plus simple, c'était de commencer par le début, à savoir les esquisses. En effet, je suis incapable de commencer un livre par sa première phrase. Il me faut accumuler des esquisses, des schémas, des dessins. Or, dans la flipbook, j'ai intégré un certain nombre de ces esquisses. Comme je vais vous le montrer, je sors la poursuite et donc il y a un certain... voilà, je tombe directement sur une, donc je ne vais pas vous montrer, il y a un certain nombre de pages qui sont encadrées par un filet noir et qui sont les esquisses, qui sont ces fameuses esquisses du livre. Et en fait, ces esquisses, elles expliquent comment j'ai déduit la fiction de la poursuite à partir de la vitesse de feuilletage du livre. Pour cela, il m'a fallu distinguer différentes vitesses de lecture et donc correspondant à différents types de textes. J'ai d'abord émis l'hypothèse que la vitesse qu'on va dire usuelle était celle du texte de fiction. Ensuite, j'ai dû chercher évidemment d'autres types de textes. Plus fort ? Après, j'ai dû chercher d'autres types de textes correspondant à des vitesses plus lentes ou plus rapides. J'ai fait l'hypothèse qu'une vitesse plus lente était celle du commentaire de texte, ce qui m'a conduit à intégrer dans la deuxième partie un certain nombre de textes littéraires et à les commenter. Ces textes littéraires sont brefs, ils sont au nombre de 5. Il y a Baudelaire, Proust, Claude Simon, Joyce, c'est le Bloomsday aujourd'hui, et Laurence Sterne. Et d'ailleurs, j'en reparlerai, j'ai dû intégrer ces citations littéraires dans un montage qui correspond à la deuxième partie. Et après, je voulais une vitesse plus rapide. Or, cette vitesse plus rapide, eh bien, justement, ça a été celle des esquisses. Car ces esquisses, elles sont en général... elles comportent peu de texte, elles sont écrites quasiment en style télégraphique, et surtout, si le lecteur ne veut pas interrompre le fil de sa lecture, eh bien il ne les lit pas. Et donc du coup, évidemment, ça va encore plus vite. C'est donc l'introduction de cette vitesse à lecture rapide qui m'a permis enfin d'intégrer des esquisses. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un vieux souhait en fait. Avant de vous expliquer pourquoi, je vais quand même vous expliquer que je ne suis pas le premier au monde à intégrer des esquisses dans des ouvrages. Il y a évidemment un précédent célèbre, c'est Francis Ponge, qui a publié plusieurs livres qui exposent la fabrique d'un poème, et donc il commence par vraiment le brouillon, on a la succession des brouillons jusqu'au texte final. Donc il y a le carnet du bois de pain, le savon, la fabrique du pré, comment une figue de parole et pourquoi, enfin notamment ça, donc qui expose la succession, le laboratoire, disons, du texte. Et puis, Valéry y avait songé, mais Valéry il ne faisait que songer, il ne réalisait jamais à ce à quoi il songeait. Mais Valéry a dit qu'il s'intéressait plus à l'élaboration d'un ouvrage qu'à l'ouvrage proprement dit, donc ce qui est un peu le même type de travail. Et personnellement, dans mon roman précédent, Le Stade, roman in situ, j'ai un peu répondu aussi à cette question, car les 4 chapitres du Stade correspondent à 4 phases d'élaboration d'un roman, qui sont le concept, le scénario, l'écriture, l'édition, et donc le premier chapitre, qui s'appelle Établissement, est en quelque sorte l'esquisse de ce qui va suivre. Et donc je m'étais déjà un peu posé cette question. Mais jusque-là, je n'avais pas introduit les esquisses. Parce que, alors je sors le cahier d'athlétisme, quand j'écris mes fictions, je fais parallèlement à elles tout un tas de schémas. Je vais vous en montrer quelques-uns. Par exemple, pour le Stade, j'avais calculé très précisément l'architecture du Stade, et même précisément la poutre faîtière qui est exactement déterminée. Donc rien n'est laissé au hasard. Les structures générales du livre avec les entrées de voix, etc.
Je vais vous en montrer une autre. Voilà, ou des modifications pour la course de vitesse, où on passe dans le cinéma, donc on monte plus ou moins haut, etc. Enfin, donc j'ai fait donc tout un tas de schémas pour expliquer, enfin pour produire, disons, la fiction que je vais faire. Je fais tout un tas de schémas. Mais ce qui est intéressant à expliquer, c'est que tout est calculé dans ce que je fais. C'est-à-dire que pour paraphraser Mallarmé, je m'applique à vaincre le hasard mot par mot. Mais ce qui est intéressant, c'est que le résultat émerge comme par hasard. C'est-à-dire que le résultat n'est pas prévu. Pour le stade, par exemple, j'ai fait cette décomposition en, disons, chaque chapitre correspondant à un stade d'élaboration du roman. Et bien du coup, ça s'est passé dans un stade. Mais c'est un peu par hasard, ça aurait pu être autre chose. Et Mallarmé avait très bien compris ça. Ben, c'est ce que dit très explicitement la fin du sonnet Salut, solitude, récif, étoile, à n'importe ce qui valut le blanc souci de notre toile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui importe à Mallarmé, c'est le blanc souci de notre toile, c'est-à-dire la page, et que le sujet, qu'importe que ce soit la solitude, que ce soit un récif, que ce soit une étoile, ça n'est pas important. Ce qui compte, c'est que le sujet qui émerge convienne au fonctionnement du texte. Et donc moi je fais pareil, mais les sujets que je trouve doivent convenir au fonctionnement du texte que je produis. Alors, une fois que j'avais déterminé ces trois vitesses, visuelle, lente et rapide, j'ai eu l'idée d'en ajouter une autre, très rapide, qui est celle du flipbook. Cela revenait à disposer sur un grand nombre de pages de droite, et même sur les parties droites des pages de droite, des pavés de texte qui, en se transformant insensiblement d'une page à l'autre, donnent l'illusion du mouvement quand les pages tournent sous le pouce. Donc ça, c'est la vitesse très rapide. Eh bien, la solution la plus simple qui m'est apparue, c'était de placer trois pavés de texte les uns au-dessus des autres et de les faire bouger progressivement, comme on le voit par exemple là, trois pavés de texte l'un au-dessus de l'autre. Et c'est de cette idée-là, parce qu'une fois que j'en suis là, j'ai déjà déterminé tout ça, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais raconter, je n'ai pas le début d'une histoire. Et donc, mon problème, c'est que pour flipbook qu'il soit, il faut quand même que ce roman raconte quelque chose. Et c'est à partir du moment où j'ai ça, que j'ai eu l'idée que j'avais donc ces mobiles en mouvement, j'ai tout simplement déduit un récit de mobiles en mouvement. Et par déduction successive, j'ai établi ce programme fictionnel. La constitution d'un parcours supposant l'existence d'un point de départ A, d'un point d'arrivée B et d'une distance AB. Le trajet AB étant le moteur principal du récit, les particularités du lieu A devaient justifier le départ d'un mobile en mouvement. De fil en aiguille, ce lieu A est devenu une base comportant 4 édifices. C'est le schéma qui figure au tout début du livre, la base. Comportant 4 édifices, dont l'un d'eux est le stade du roman précédent. Aussi la poursuite devient-elle la suite de ce premier roman, ce qui n'était pas prévu, et elle en reprend certains éléments, dont son éclairage voilé qui va devenir le thème principal de cette histoire. Le trajet AB fait en effet assister à la transformation constante d'un paysage vide, réduit à un sol changeant et un ciel évolutif, et l'arrivée en B, actualisant le double sens du titre du livre, continuation et projecteur de théâtre, ne correspond évidemment pas à ce qui était envisagé. Donc maintenant, j'ai mon scénario, après avoir eu tout ce dispositif, et le scénario est bien donc déduit du flipbook en fait. Hein. C'est l'idée du flipbook avec ses mobiles en mouvement qui m'a donné cette idée de trajet, etc. Mais du coup, évidemment, ce roman se prête assez peu à une lecture orale, puisqu'il est vraiment
peu dissociable de sa page. Et la fin, le flipbook proprement dit, serait carrément un contresens de le lire, parce qu'on perdrait carrément le récit, j'y reviendrai. Mais je vais quand même vous lire la 4e de couverture pour que vous ayez une idée un peu précise et pour que ça me permettra de vous expliquer autre chose. Alors je vous fais d'abord remarquer que cette 4e de couverture est une colonne, et que cette colonne, cette colonne, elle reprend la place de la colonne du flipbook. Donc c'est comme si cette colonne se continuait à travers le livre, traversait la postface de Frédéric Fortet et arrivait là, et à la limite elle pourrait se continuer d'ailleurs, hein. Virtuellement elle pourrait, un autre texte pourrait s'écrire en prolongeant. Donc je veux dire que la couverture est aussi intégrée au dispositif d'ensemble. Alors je vous la lis, mais vous l'avez peut-être déjà lu, parce que je crois qu'elle figurait dans les envois, mais je vous la lis quand même. À la suite du roman In situ, le stade qu'il prolonge, le roman Flipbook La poursuite a pour projet d'intégrer la dimension du livre au sein d'un continuum textuel évolutif. Si la fiction se développe à partir de la vitesse de feuilletage du livre, le double sens de son titre, continuation et projecteur de théâtre, lui apporte un éclairage supplémentaire. Assis à bord de son unité minimale de roulement, le héros suit une ligne infiniment droite dans un paysage en constante transformation. Resté à la base dont il longe les aires d'activité, ses coéquipiers discourent sur les raisons de cette ligne. Quand ils atteignent le sommet de l'aire la plus haute, ils sont téléportés et la poursuite apparaît alors sous un tout autre jour. Pour faire encore plus court, il y a donc un héros dont le nom est réduit à la lettre O. Ce héros se tient à bord d'un véhicule appelé unité minimale de roulement et il parcourt le trajet AB selon une ligne parfaitement droite dans un paysage en constante transformation. Eh bien, cette unité minimale de roulement est l'objet de procédures que je vais vous expliquer. Les premières esquisses ont mis en place le scénario de la poursuite, donc cette histoire de mobile en mouvement qui sont déduits donc du flipbook comme je vous l'ai expliqué. Les esquisses qui suivent s'intéressent à la forme du livre. Et notamment, l'esquisse 6 présente la forme générale du livre. Vous voyez ? Il y a donc 3 parties. 1, 2, 3. Bon, ça y est. Et alors, elles se distinguent, ces 3 parties, notamment par le nombre de strates qui leur sont affectées. La première partie, donc qui s'appelle l'ordre du temps, ne comporte qu'une strate qui est un récit d'événements. La seconde partie comporte 5 strates. Il fallait qu'elle comporte plusieurs strates parce que c'est elle qui intègre les textes littéraires que j'ai dû convoquer pour avoir des commentaires de texte à vitesse lente. Donc, c'est la première strate, qui est la strate principale, qui est donc un récit d'événements, est interrompue par en dessous une description, qui est en fait la description de l'unité minimale de roulement. En dessous, il y a les commentaires de texte, qui sont donc les commentaires de texte dont je fait allusion tout à l'heure. En dessous encore, il y a des dialogues, et ces dialogues sont les dialogues des coéquipiers de haut, qui en fait parlent, comme c'était déjà le cas un peu dans le stade, parlent des règles du texte. Et tout en bas, il y a les esquisses qui viennent interrompre, alors là c'est pas vraiment du montage parce que elles interviennent toutes les 6 pages de manière régulière, elles viennent interrompre le cours du texte, mais c'est encore quand même une autre strate puisque ce sera plus comme ça après. Et quand on arrive dans la partie 3, donc qui s'appelle la forme du temps, on n'a plus que 3 strates, car dialogue et description disparaissent. Le récit d'événements continue parce qu'il faut bien que l'histoire se prolonge, on va bien quand même connaître la fin de ces récits haletants et savoir ce qui va arriver. Le commentaire de texte se poursuit, mais ça n'est plus des commentaires sur des textes extérieurs à la poursuite, c'est un commentaire de la poursuite elle-même.
Et 3, les esquisses continuent également, mais contrairement à ce qui se passait avant, esquisses, récits d'événements et commentaires de texte appartiennent à des pavés de texte du flipbook, ont donc le même statut au niveau de la mise en page. En fait, il y a les esquisses qui sont en haut, le récit d'événement qui est au milieu, et en bas, le commentaire de texte. Eh bien, ce joli dessin, il a une particularité, c'est que c'est la coupe de l'unité minimale de roulement. C'est-à-dire que vous rajoutez des roues en dessous, ça fait une sorte de camping-car. Vous avez à l'avant la cabine, la partie avant, c'est la cabine du véhicule, dans lequel on va mettre un siège et haut qui est à bord de son véhicule. Et ça, le trait arrière, qui là est vertical, c'est une plaque photographique qui est destinée à prendre des relevés photographiques du sol en constante transformation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce véhicule, unité minimale de roulement, dont la forme est donc celle de la forme du livre, il est en quelque sorte maltraité par les esquisses. Car les esquisses, en tournant vite, puisque le lecteur les fait tourner vite, produit des coups de vent. Et ces coups de vent vont gêner le trajet en ligne droite de l'unité minimale de roulement. D'ailleurs, on le voit. Je cherche pas. Voilà, par exemple ici, clac. Et toc, la page d'après, il y a un décalage, parce que sinon il y en a plein comme ça, il y a des décalages sur la gauche. Et donc, les esquisses jouent donc sur la fiction, parce qu'elles produisent du vent. Or, ce procédé transgressif est ce qu'on appelle une métalepse. Alors, je vais lire pour ne pas me dire une bêtise. Une métalepse est en narratologie le procédé par lequel un ou des éléments d'un récit franchissent le seuil qui le sépare d'un autre, qu'il contient ou qui le contient. Elle constitue ainsi une infraction au pacte fictionnel habituel. Un exemple très simple se trouve dans la bande dessinée Félix le chat dans les années 20, où un chat, arrivant devant un lac, se demande comment il va pouvoir pêcher des poissons. Dans la case suivante, un point d'interrogation s'inscrit dans la bulle au-dessus de sa tête. Il attrape le point d'interrogation et il pêche son poisson. Eh bien, dans la poursuite, il y a beaucoup de chats qui pêchent des poissons avec des points d'interrogation, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est le même principe. Enfin, quand on lit le flipbook, eh bien, on comprend que l'unité minimale de roulement, c'est la page. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait rouler sous le pouce le flipbook? Il y a une unité minimale, ce qui roule sous le pouce, c'est la page. Donc le nom d'une unité minimale de roulement a été choisi pour pouvoir désigner la page. Donc c'est l'opération de 3 opérations un peu compliquées. Voilà. Alors, ce qu'il importe de savoir, donc voilà donc comment se définit la poursuite en ces esquisses réparties en interrompant la fiction. Mais le livre, une fois réalisé, cela se passe-t-il ainsi? Les hypothèses de départ se vérifient-elles à l'arrivée? Rien n'est moins sûr, et cela vaut peut-être mieux si l'on en croit cette formule de Borges. Il n'y a qu'un seul cas où une œuvre ne vaut rien, c'est lorsqu'elle correspond aux intentions de l'auteur. Donc, finalement, est-ce que les passages de fiction se lisent vraiment plus vite que les analyses, certes minutieuses, des textes intégrés? Malgré la perspective axonométrique que j'ai placée au début, si l'on veut se représenter précisément certains espaces où évoluent les résidents, cela n'est pas certain. Je vais pour cela vous lire un extrait de la fin de la première partie. Elle montre O, le personnage principal, sortir de la base et pour cela emprunter la bande des couloirs selon un trajet qui le déporte périodiquement vers la gauche. Je vous montre un cahier. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez par rapport à
Ça, c'est la bande des couloirs qui est devant qui est devant les bâtiments, par rapport au schéma que je vous ai montré, vous suivez. Bon. Quand le monsieur O veut sortir de la base, et voilà, ça, il prend, là c'est l'aire de roulement, il va prendre sa voiture pour aller là, il fait ce parcours-là. Donc il change de type de couloir. Bon. Puis il se passe plein de choses dans les sas, enfin bref, il y a des duplications de personnes dans les sas. Et c'est assez compliqué à se représenter, je ne veux quand même pas le nier. Alors je vais vous en lire un extrait. Alors avec l'extrait que je vais vous lire, si vous n'avez pas le... en n'étant pas au courant de ce qu'il y a avant, vous risquez de ne rien comprendre du tout. Mais enfin c'est quand même pour vous donner une idée... de la difficulté qu'il y a peut-être parfois à se représenter, si on veut le faire, parce que c'est pas obligé, hein, si on veut se représenter précisément les espaces dans lesquels le récit évolue. Page... non, c'est 35, pardon. O débouche sur le sas de l'ère de recollection des images. Bien qu'il soit antérieur, tout ce passage en varie un autre déjà lu. Identique aux deux précédents, il est un espace de base rectangulaire entièrement peint en blanc, à l'exception de l'inscription qui figure sur la porte qu'intègre le petit côté gauche. Aussi ne voit-il pas le résident qui, s'avançant parallèlement à lui, redouble déjà le moindre de ses mouvements. Si ce double trop exact va effectuer la même translation que O s'apprête à opérer, il aura pourtant disparu quand le récit atteindra le dernier sas, celui de l'aire de roulement. Rabattant derrière lui la porte de la réserve où il vient de s'approvisionner, il continue à suivre la partie médiane du couloir qu'il a emprunté. Parce qu'elle provient d'un plafond uniformément gris, la lumière ne projette pas d'ombre portée sur le sol. Aussi se demandait-il, à chaque fois qu'il lui faisait écran sans produire d'ombre, si elle ne renvoyait pas à l'état présent de la zone et à sa couche de brume, rendant invisible sa présumée source lumineuse. Il emprunte la partie médiane du couloir qui longe les réserves. Leurs portes diffusent dans tout le volume du couloir leur coloration grise, interrompue par la blancheur zénithale de deux puits de lumière. La perspective des couloirs, qui s'offre à lui depuis la position qu'il occupe dans le sas de l'aire de rabattement, lui laisse voir le départ de la grande partie médiane de la bande des couloirs. Il aperçoit sous cet angle la première porte bleue des cabines, mais aucune des vitrines, dont la diffusion colorée se laisse d'ailleurs à peine deviner. Malgré sa coloration grise, la perspective des réserves est suffisamment longue pour qu'il aperçoive des résidents y circuler en quantité. Valène, Leunreut et Quentin sont eux déjà dans l'ère de recollection des images. Ces dominations qui précisent des personnages jusque-là réduits à leurs initiales V, L et Q, dataient d'un stade antérieur de la base. En s'avançant davantage dans le sas de l'ère de rabattement, il aperçoit dans son champ visuel à gauche un résident qui, venant du couloir des réserves, se déplace parallèlement à lui. Comme attiré par l'air de rabattement, il effectue un quart de tour à gauche sur lui-même et voit son bref coéquipier réaliser en même temps que lui exactement le même mouvement. Bien que O soit placé derrière son double, ils avancent rigoureusement ensemble pour s'arrêter chacun à la hauteur du couloir suivant. Au terme de cette translation, le quart de tour qu'ils effectueront chacun sur leur droite, outre qu'il fait entrer O dans le champ visuel de son coéquipier, les prépare à emprunter O la partie médiane du couloir des réserves et son double celle du couloir des cabines. O débouche sur le sas inutile de l'aire de rabattement, privé de son inscription et de sa porte qui ne pourrait donner que sur le dehors. Bien qu'il leur soit antérieur, tout ce passage en varie deux autres déjà lus. Aussi voit-il le résident qui, s'avançant parallèlement à lui, s'apprête à effectuer la même translation. Mais quand le récit atteindra le sas suivant, ce double de haut, à supposer que ce soit le même, proviendra d'un autre couloir et aura même disparu quand on débouchera sur le dernier sas, celui de l'aire de roulement. Aussi pourrait-il se demander si tout résident, opérant une telle translation dans un quelconque des sas de la bande des couloirs, n'est pas automatiquement dupliqué par l'apparition d'un double pouvant aussi bien le précéder que le suivre. Cette solution, dite de la translation des résidents,
explique en tout cas mieux que l'hypothèse précédente de l'infiltration par le sous-sol de l'aire de résidence selon un plan de roulement défini, le nombre parfois très important de résidents circulant dans la base. Ce serait même une loi de la zone, dérogeant bien sûr à celle de la physique, que tout objet qui parcourrait la ligne la plus courte entre deux points en ferait apparaître deux autres identiques, le premier le précédent, le second le suivant, dès que sa trajectoire, soumise à on ne sait quelle force déviante, opérerait la moindre translation. Or, cette chose, c'est exactement ce qui se passe à la fin. Parce que à la fin, nous avons au milieu l'unité minimale de roulement conduite par O, et comme à cause des coups de vent qui ne cessaient de se prendre, eh bien, il va être dupliqué par deux autres voitures et qui vont rentrer dans le champ jusqu'à se rapprocher, jusqu'à se cogner, mais lentement, parce qu'ils ne vont pas très vite, parce que le but est de l'immobiliser. Et puis, il y a quand même un nouveau coup de vent, quand même, parce que ça continue à en avoir, et puis ça continue comme ça, etc. Et puis ça diminue, et donc finalement, à la fin, à cause de cette loi de la zone qui fait dupliquer un objet par deux autres duplications, et bien finalement, il finit par disparaître. Merci. Ça n'a pas été trop long. Bon. On peut poser toutes les questions qu'on veut. Le schéma là que tu as montré, qui donne les trois parties du livre, oui. Est-ce qu'à un moment donné, ça c'est une explication que tu nous donnes ou c'est une explication qu'on trouve dans le livre? L'esquisse, elle est dans le livre, oui. Oui, mais est-ce qu'on sait que c'est la description d'une unité mobile de rangement? Oui, c'est dit. Oui, c'est voilà, dit. C'est ça que je voulais savoir. Et la partie flipbook, elle est juste visuelle ou elle mérite d'être lue dans le contenu? Ah bah non, il faut qu'elle soit lue. Donc vu que c'est un flipbook, c'est pour les enfants de 5 ans. Bon, non, comme on me dit toujours que j'écris des livres très compliqués, il dit qu'elle a écrit un livre dont la partie pourrait être lue par des enfants de 5 ans, c'est-à-dire ou 4, en faisant rouler à toute allure le flipbook. Mais on peut le lire. Mais, en revanche, et c'est pas prévu, c'est la partie qui se lit plus vite. D'accord. Le début, alors le passage que je vous ai lu, c'est l'un des plus compliqués. Enfin non, surtout que j'ai pris un extrait comme ça. Ouais. Si vous n'avez pas tout ce qui précède, c'est un peu compliqué à se représenter, mais c'est quand même pas évident. En plus, à raconter à l'envers, donc c'est un peu compliqué. Alors, moi, je ne sais pas parce que je suis très dedans. Ouais. On peut le lire de manière plus ou moins flottante aussi. Les gens lisent comme ils veulent. Mais c'est vrai que le flipbook est plus simple, il y a moins de réglages, il y a moins de choses comme ça. Donc, mais oui, il faut le lire. Véronique, il parle du flipbook, mais l'évolution du texte est magnifique vers la fin. Ça n'empêche pas de faire un beau texte. Oui, là je suis très... Ça n'est pas que visuel. Oui, c'est ça. Oui, parce que disons que grosso modo, en fait ce qui se passe à la fin, c'est que comme il y a le pavé du récit des événements, le pavé des esquisses et le pavé du commentaire de texte, l'unité minimale de roulement est dessinée au crayon. Enfin, il voit quelque chose dessiné au crayon, comme si c'était une esquisse. Et le commentaire du texte, que la voiture qui est derrière lui, elle est hyper miroitante puisqu'elle réfléchit le texte. Donc. Et quand tout ça se combine, se mélange, eh bien le personnage va prendre les trois aspects. Donc ses sourcils sont dessinés au crayon, certaines parties du corps continuent à être ouvertes normalement, et les dents et les yeux sont hyper réfléchissants, et à la fin tout passe dans ses yeux, et tout se termine dans ses yeux, on revient au début avec les résidents, etc., et tout s'immobilise. Voilà. Donc c'est une belle fin. Ah. Pardon? Non, c'est bien que tu aies dit ça. C'est bien que tu aies dit ça. Que c'est une belle fin? Non, ça me plaît. Oui, non, mais c'est vraiment, mais ça, pour le coup, c'est dit, hein, c'est pas facile, mais c'est vraiment cette idée que
à la fin, effectivement, les trois... Donc l'unité minimale de roulement qui est au milieu, mais qui est dupliquée par 2 autres, parce qu'à cause des coups de vent, des esquisses, etc., c'est vraiment des esquisses et commentaires. Et donc, j'ai eu cette idée de penser que l'objet représenté, comme si c'était un truc en carton qui se baladait dans la rue, quoi. Enfin, voilà. Il y a fin à tout ce mélange. Bon. Et après, ce qui est très compliqué, alors ce que je peux vous dire aussi, j'avais prévu de le dire, mais bon, je trouve que c'était bien de s'arrêter sur disparition. Une esquisse, c'était très compliqué. Parce que dans ce livre, il y a une chose dont je suis très content. Enfin, bon, ça, c'est peut-être pas. C'est que je fais un distinguo entre différents régimes génériques, disons. Je distingue ce qu'on appelle les distinctions génériques que j'appelle faibles, qui sont les distinctions génériques habituelles, c'est-à-dire le récit d'événements, la description, le commentaire de texte dont je vous ai parlé. Et à ça, j'ajoute ou je fais rentrer en contradiction des distinctions textuelles fortes. Ce que j'appelle les distinctions textuelles fortes, ce sont des contraintes, en fait, de type un peu olympien, pour aller très vite, mais c'est pas vraiment ça. Par exemple, il y a, au bout d'un moment, à partir de la deuxième section, à partir de la deuxième section, tout le récit d'événements est écrit en phrases très longues. Après, toutes les descriptions sont écrites, c'est des lipogrammes en A. Après, les dialogues donnent lieu à des émergences métriques. Bon, ça, c'est une chose que j'ai travaillé. Et donc, au début, les distinctions textuelles fortes renforcent les distinctions génériques. Et après, ça se décale. Et après, il y a un morphing des distinctions textuelles fortes. Ça fait qu'on passe d'une phrase très longue qui se raccourcit, qui passe à la métrique, qui fait à la métrique, qui fait après ou l'hypogramme, donc comme si une sorte de morphing, c'est un peu spectral, hein, une sorte de morphing sur la linguistique, et qui vient par-delà les distinctions génériques faibles qui poursuivent leur parcours. You understand? On va réviser après. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Si, mais oui. C'est qu'il y a à la fin, il y a... C'est la deuxième partie, ça. C'est la deuxième grande partie qui est un montage, donc. D'accord. Et donc, effectivement, avec, à la fin, à partir vers la fin, alors que quand les distinctions textuelles fortes renforcent les distinctions textuelles faibles, l'effet de cut est maximum quand on passe d'une séquence à une autre. Mais quand les distinctions textuelles fortes sont enchaînées en morphing, donc sans cut, elles tendent à ce qu'on ne perçoive plus les distinctions génériques faibles qui sont plus accoutumées. Donc voilà, donc à la fin ça fait un grand ordre. Donc on va de plus en plus vers le cut, et puis ça bascule, et puis on va vers le morphing. Voilà. Vous savez d'où ça vient. Comment tu vas faire avec le genre de la science-fiction, et en particulier avec Claude Ollier, parce que j'ai beaucoup pensé avec Claude Ollier. Oui, alors c'est un hasard. Et c'est un hasard, enfin, le nom de O. Ah non, alors le O n'est pas un hasard. Le O n'est pas un hasard parce que ça vient du Stade. D'accord. Dans le Stade, j'ai 4 références littéraires qui sont Valène de Pérec, Le Neurode de Borges, Quentin de Faulkner et O de Fusil de 7. Et donc j'ai gardé O et j'ai gardé Valène, Le Neurode et Quentin d'ailleurs. J'ai gardé les 4 personnages. Donc le O vient de Fusil de 7, puisque mes noms de personnages viennent effectivement des nouvelles, enfin des thèses auxquelles je me référais dans le livre d'avant. Et d'ailleurs, dans les citations littéraires que j'intègre dans ce livre-là apparaissent 4 noms qui évidemment vont venir des personnages du continuum qui est le roman d'après. Et pour la science-fiction, je sais pas. J'aime assez ça, je dois dire. J'ai horreur du réalisme, ça c'est quand même...
peux t'en douter. Et donc, effectivement, j'ai tendance, par déduction successive, à tomber sur des choses de science-fiction. Alors, c'est vrai que je n'ai pas relu La vie sur Epsilon de Claude Ollier quand j'ai écrit ça. Dans La vie sur Epsilon, il y a justement au début, enfin, ces changements le sol qui change, Oui. un petit peu comme... Oui, bah ça c'est vrai que ça m'a... Non, mais début. ça c'est clair que ça m'a inspiré, ça, je ne vais pas dire le contraire. Hein. J'y ai pensé. Oui, non, mais c'est réel, c'est une vraie influence, si tu veux. Mais je suis pas revenu regarder comment il avait fait, si tu veux. Mais je me suis dit, tiens, cette histoire de sol qui se transforme, ça fonctionnait chez Ollier, donc je devrais y arriver aussi. Enfin, bon, en fait, c'est pas tellement plus compliqué que ça. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu de la science-fiction, oui. Mais moi, je n'utilise jamais le mot planète. Des termes comme l'unité, c'est unité minimale de roulement. Oui. Ça évoque un univers, effectivement, Oui. le groupe de mots. Oui, absolument. Mais c'est vrai que ça vient pas de là. Donc, ouais. Mais c'est vrai que dans le stade, il y avait déjà un peu ça, de toute façon. Le stade, c'est moins science-fiction. Je m'en rends pas compte. Oui, c'est plus sportif. Oui. Oui, justement, il y a deux choses. Les couloirs de roulement, c'est la suite des couloirs du stade ou pas? Parce que je me souviens qu'il y avait des couloirs dans le stade. Non, dans le stade, il y a juste, on dit qu'on accède par des couloirs. Et en fait, j'ai prolongé les couloirs. Ouais, c'est la prolongation de ces couloirs. J'ai prolongé les couloirs en ajoutant des édifices. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, donc le stade est là, mais de l'un à l'autre, le stade, il y avait un côté haut et un côté bas. J'ai dissocié le côté bas du côté haut. Donc en passant du stade à la poursuite, la partie basse c'est décalé d'un cran, donc c'est plus long. Donc, mais après, effectivement, ce sas-là existait déjà dans le stade. On disait juste qu'il y avait des couloirs, mais on ne savait pas ce qu'il y avait après. Donc j'ai prolongé les couloirs et pour arriver à ça. Bon. Et dans le livre que je suis en train d'écrire, tout se rassemble, je veux juste savoir. Enfin, bon, mais progressivement. Mais bon, voilà. C'est peut-être encore plus science-fiction, je sais pas. Mais c'est vrai que je sais pas, je cherche pas à faire de la science-fiction, c'est pas du tout mon propos. Mais il se trouve qu'effectivement, par déduction, bon, c'est un univers qui est un peu science-fictionnel. Voilà.